On va laisser juste les 3 personnes s'installer tranquillement. Bonjour, merci d'avoir écourté la pause café pour venir écouter cette conférence. Donc Stéphane Herbin, je dirige le pôle d'activité bâtiment au sein de Symbéton, qui est un organe de promotion directement dépendant évidemment des acteurs du producteur de ciment et de béton pour aider à la compréhension de ces évolutions et des performances de ces solutions constructives dans l'acte de construire auprès de tous les acteurs. Je vous propose aujourd'hui d'aborder un exercice que nous avons mené sur le comportement d'un bâtiment de logement collectif qui serait soumis désormais au seuil 2025, donc avec une légère anticipation sur l'échéance prochaine qui va nous arriver à tous. Et on va regarder en détail un peu ce qui s'est fait dans ce bâtiment. Pour mener cette étude, nous nous sommes donc appuyés sur les compétences du bureau d'études Pouget, consultant, qui est assez réputé dans cet exercice de maîtrise de la RE 2020. Et nous avons travaillé sur un bâtiment de 40 logements. En l'occurrence, il est situé en Île-de-France, mais c'est plus par facilité que par choix. 60% de ces logements sont traversants. Vous en avez une image donc en haut à droite de la diapo. Un bâtiment R+5 qui comporte un niveau de sous-sol et qui déploie une chape totale de 2120 mètres carrés pratiquement. La longueur du bâtiment, sa configuration rectangulaire très étirée, s'accompagne de 2 noyaux de circulation et de distribution verticale, ce qui, je dirais, n'avantage pas particulièrement l'exercice en l'occurrence. On aurait pu trouver des bâtiments plus compacts encore, plus faciles à traiter et qui auraient révélé des résultats plus performants, on va le dire comme ça. Mais c'est un bâtiment réel et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être au plus près de cas pragmatiques. La surface vitrée, dans le cas présent, c'est une chape, son ratio avec la chape est de 18%, donc on est tout à fait convenable avec l'application de la RE 2020. Et les prestations de base de ce bâtiment sont rappelées en bas à gauche de la diapo. Un ouvrage en béton relativement classique avec des ciments d'usage très courant, en l'occurrence des ciments de type SEM 2A, les armatures adaptées, et une solution de toiture et terrasse avec une étanchéité bitumineuse, des isolants de type pur ou PSE en fonction de l'emplacement dans le bâtiment, et des menuiseries extérieures PVC avec volets roulants motorisés, enfin des façades enduites. Donc on est sur une configuration de bâtiment très standard, très traditionnelle. Vous allez voir dans les images qu'on va balayer ensemble. La première, en fait, ce bâtiment a déjà été étudié à la fin 2021. C'est un bâtiment qui a été réalisé donc en 2021 et qu'on a déjà étudié pour voir comment il allait se comporter en 2022. Donc on a repris ce modèle et on s'est, dans le premier exercice, dit si je dois le réétudier maintenant sans rien changer d'autre, qu'est-ce qui se passe? Parce que les FDES ont changé, parce que les mises à jour ont changé, certains produits, certaines fiches de déclaration environnementale ont été caduques, la méthode a changé, la norme a changé, donc certaines FDES sont passées au format de la norme NFEN 15804 plus A2, désolé pour le jargon normatif, alors qu'il en reste encore un bon nombre qui sont au format ancien mais toujours valide. Petite subtilité un peu complexe, donc quand on fait des modèles, c'est pas toujours très simple. Et nous, on s'est juste amusé à faire le même avec les informations disponibles. Informations qui parfois peuvent être archivées, et dans ce cas, c'est le cas en l'occurrence là des 3 points qui sont illustrés en bas à gauche, les évolutions de ces bases IGNES et des informations qu'elles contiennent ont conduit des FDES collectives ou d'autres supports à tomber en désuétude et donc à être, en attendant une nouvelle parution, d'être remplacés par ce qu'on appelle des données environnementales par défaut, DED, pour ceux qui sont moins familiers de l'acronyme, qui sont chargées de pénalités et qui sont évidemment moins intéressantes et moins justes aussi, il faut bien le dire, quand on fait l'étude de son modèle. Donc là, en l'occurrence, on a vraiment appliqué les choses telles qu'elles étaient. Et on s'aperçoit que notre bâtiment, qui était donc à 745 kg et qui passait le seuil 2022, aujourd'hui, il pèserait, sans rien changer d'autre, 787 par le simple jeu de l'actualisation de l'information. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est le sens de l'histoire. Et on n'a pas voulu travestir et on voulait montrer que voilà, c'est une des difficultés auxquelles on peut être confronté lorsqu'on mène un projet.
En détail, donc, on voit que les lots 4 ont perdu une valeur collective sur les toitures terrasses, que le lot 7, pour les revêtements de sol, ont perdu une valeur collective sur les sols textiles au détriment à chaque fois de données environnementales par défaut, et que même celle du gaz précédemment disponible en 2021 a été remplacée par une donnée par défaut plus défavorable. Donc, ceci explique en grande partie l'évolution de notre schéma. Dans un deuxième temps, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer facilement et simplement sur notre bâtiment, tout corps d'État. La première opération, ça a été de se dire on va chercher des fiches individuelles qui sont très représentatives, des produits extrêmement courants de ce qui se fait aujourd'hui sur l'ensemble des lots qui ne sont pas les nôtres. Et vous allez comprendre pourquoi, on traitera le lot 3 juste après. Le lot 4, donc on a remplacé on a été chercher une FDES individuelle de Soprema pour une couche drainante et un substrat extrêmement courant, très représentatif en volume de ce qui se fait. La même chose, comme vous le voyez, je ne vais pas toutes les lire, mais vous pourrez récupérer évidemment la présentation. Et on a substitué des données par défaut ou des données collectives pas très performantes par des données individuelles, la plupart du temps, ou, dans le cas du lot 6, par une fiche configurée qui venait directement du configurateur DEB, qui permet évidemment d'optimiser et de personnaliser en quelque sorte la fiche de déclaration environnementale à votre chantier. Avec ces ajustements-là, et simplement ceux qui sont à l'écran, on arrive à passer de 787 à 713 kg équivalent CO2 par mètre carré, et donc à satisfaire, comme vous le voyez, le seuil 2022. Et pour parvenir à notre seuil 2025, puisque c'est ça le sujet et c'est ça l'enjeu, il nous reste encore 51 kg CO2 par mètre carré à aller chercher. On va regarder ensemble si on peut aller les chercher et comment avec les solutions ciment et béton. D'abord par un petit rappel. L'impact carbone du mètre cube de béton, aujourd'hui, hors ferraillage, va dépendre en partie des ciments qui le composent. Le CEM2A, c'est le ciment donc, de référence de ce bâtiment. C'est un ciment extrêmement courant, extrêmement diffusé, qui sert de base au projet. Et ici, on leur a juste substitué deux autres types de ciments qui sont évidemment normés, disponibles et utilisables couramment, le CEM3A et le CEM3B. Il y aurait pu y en avoir d'autres, on a choisi ces deux-là pour l'exercice. Et vous voyez ce que devient notre poids carbone d'un mètre cube de béton hors ferraillage. Deux cas de figure ont été pris en compte en fonction de la classe d'exposition. Le schéma de gauche, c'est pour des bétons qui sont non exposés, plutôt en intérieur, et le schéma de droite pour des bétons qui sont plutôt en façade et en exposition, aux intempéries notamment. On voit évidemment la progression entre le CEM2A à chaque fois dans la colonne de gauche bleue, et puis les CEM2A et les CEM3A et CEM3B qui vont aller chercher des performances et apporter des performances beaucoup plus intéressantes pour notre modèle. On va avoir donc une évolution de 27% avec le CEM3A et une évolution de 39% avec le CEM3B sur un mètre cube, seul non armé. Intéressante information, mais on n'est pas dans un ouvrage, on n'est pas en unité fonctionnelle. Il nous en manque encore un peu pour avancer. Alors on a avancé. On a avancé en proposant un travail sur la superstructure, considérant que l'infra allait être à peu près, toutes choses étant égales par ailleurs, la même pour les différentes solutions. Et ici, on a fait des petites modifications par rapport, encore une fois, à la colonne de gauche sur l'histogramme. Vous avez le 713 qu'on a trouvé juste avant. Et là, on a travaillé donc que sur le lot 3 en proposant de travailler avec le CEM3A ou le CEM3B uniquement sur les parties horizontales, sur l'ensemble des dalles qui, dans un bâtiment collectif, représentent pour ce lot 3 de l'ordre de 50% de l'impact du lot 3, approximativement. Ou bien une variante où on va chercher l'utilisation du CEM3A ou du CEM3B sur la totalité de la superstructure, donc l'ensemble évidemment des façades, des parties verticales, des escaliers, les cas échéants de poteaux qu'on peut trouver au rez-de-chaussée. Et vous avez les résultats directement à la fois dans le graphique, mais plus encore facilement dans la partie gauche de la diapo, où on montre que en substituant donc au CEM2A, par exemple du CEM3A seulement sur les planchers, on va aller chercher 24 kg. Si on va chercher le CEM3B, on est à 36 kg. Et si on est sur l'ensemble de la superstructure, avec le CEM3, on a quasiment atteint les 51 kg qu'on cherchait juste dans la diapo d'avant. Et avec le CEM3B, on est au-delà.
Donc le concours de l'ensemble des acteurs, et en particulier dans le lot 3 des solutions ciment, avec ces nouveaux ciments et la palette complète qui est proposée, peut permettre assez aisément de parvenir aux objectifs. Il y a d'autres possibilités qu'on a étudiées, de façon isolée, si j'ose dire, pour les variations des modes constructifs, pour lycée construction. On peut réduire l'épaisseur des refends. Donc là, arithmétiquement, vous passez de 20 à 18. Vous allez gagner, en fait, pas 10%, mais 2,8 kg équivalent CO2 par mètre carré chab. Il y a beaucoup moins de refends dans un bâtiment qu'il n'y a de dalles horizontales et de planchers. On va utiliser des blocs béton en façade, par exemple, c'est une variante. Utiliser les solutions de la préfa et remplacer des voiles coulées en place par des poteaux poutres avec des remplissages. Et là, on va gagner, en considérant une pose maçonnée et le chaînage et les linteaux qui sont nécessaires, on va gagner à peu près 15 kg équivalent CO2 par mètre carré. Sur la partie droite, vous avez la répartition des grands groupes qui forment les parties de superstructure, donc les dalles dont je vous disais qu'elles faisaient à peu près 50%, les façades à 25%, les refends à 15%, et les autres ouvrages, poutres et poteaux, qui font à peu près 10% du bilan de la superstructure qu'on a conduite en béton. D'autres encore sont possibles dans les variations des modes constructifs. C'est évidemment l'ouverture à des mixités de matériaux et à des façades plus composées, où on va reprendre là l'idée d'un bâtiment en poteau-poutre et on va lui substituer nos façades traditionnelles, qui sont en voile béton enduit, par des solutions plus légères, plus composites, soit des parois légères avec une finition extérieure enduit en Stovantec, soit, encore une fois, là c'est que des murs à ossature bois qui sont considérés c'est de la FOB en fait, c'est pas du porteur, donc c'est de la FOB, et avec des parements extérieurs qui vont varier. Donc on a des finitions extérieures en enduite avec Stovantec, du parement extérieur bardage acier ou du parement extérieur en bardage bois. Évidemment, les modalités de calcul de l'ACV et un certain nombre de méthodologies qui sont favorables au bois et au biosourcé donnent des résultats qui sont assez probants quand on utilise ces matériaux-là. Mais c'est tout à fait compatible avec une structure poteau-poutre et des dalles de plancher en béton pour le confort et la performance globale ensuite de l'ouvrage. Donc on voit avec ça qu'on parvient sur notre indicateur et notre histogramme, à partir toujours de notre 713 kg de gauche, à améliorer notre score, là, avec simplement ce critère, encore une fois. Donc vous pouvez les accumuler sur les 3 dernières diapos. Et on parvient juste avec le travail sur le parement extérieur à améliorer significativement, par exemple, la performance de l'ouvrage complet. Il faut quand même noter que dans ce modèle-là, l'évolution de la façade et le changement avec des façades bois plus épaisses vont générer une réduction de la chab de 14 mètres carrés. Donc, évidemment, de la surface vendue en moins quand on est le maître d'ouvrage quand il s'agit de promotion immobilière. Juste pour compléter un tout petit peu l'information, on a évidemment travaillé, alors là je ne vous ai pas tout vous montrer, mais on n'en montre que 2. On a travaillé sur d'autres postes, évidemment, d'autres approfondissements. Ici, le revêtement de sol en pièces sèches ou le revêtement de mur avec le système peinture. Le choix de la FDES, le choix de l'information, c'est des zooms qu'on a fait sur d'autres corps d'État pour montrer qu'ils contribuent tout autant que le béton. Ce n'est pas simplement je change le béton, je mets du bois qui va vous permettre de raisonner. C'est vraiment une approche globale au niveau de l'ouvrage. Et là, on a simplement voulu montrer quels étaient les gains potentiels en utilisant les FDES disponibles sur Ignes, mais en choisissant, alors en l'occurrence pour le sol en pièces sèches, en revêtement sec, on a changé le mode PVC et on est parti sur un stratifié, un carrelage ou des parquets éventuellement contre-collés ou massifs. Et on voit qu'il y a toute une palette de solutions qui permettent d'aller gagner du poids carbone au mètre carré. Et puis dans les revêtements de murs, ici la peinture, c'est la version collective qui a été simplement challengée par des solutions qui sont soit du biosourcé, soit d'autres composants, des fiches de données environnementales individuelles qui permettent là aussi d'aller gagner significativement des kilos au mètre carré qui ne sont pas négligeables quand tout à l'heure on cherchait 51 kilos seulement sur l'ouvrage complet. Donc le raisonnement pour 2025 et 2028 même dans la foulée, tout de suite c'est d'aller chercher une réflexion globale au niveau de l'ouvrage, c'est très important. Et puis pour ouvrir un peu l'esprit de la réflexion et des échanges,
Nous, ce qui nous a intéressé, c'est d'aller regarder un petit peu ce qui se passe aussi sur d'autres indicateurs environnementaux. Ok, le carbone, c'est dans la réglementation. Ok, le carbone, on en parle matin, midi et soir dans la presse professionnelle, dans la presse grand public, dans tous les supports. C'est difficile d'y échapper. En titre de citoyen ou de professionnel, le carbone est là quasiment au quotidien. Mais quand on fait une analyse de cycle de vie, le carbone, c'est le premier indicateur de la liste, qui s'appelle changement climatique total maintenant, dans les normes. Et quand vous sortez tout le tableau, si pour ceux qui maîtrisent, il n'y a pas de souci, pour ceux qui le maîtrisent moins, regardez la liste et les petits noms qui sont à côté des grands chiffres, là, compliqués. On est passé dans l'ancienne norme de 24 indicateurs à la nouvelle norme à 36 indicateurs, et dont 6 sont optionnels. Qu'est-ce que deviennent, avec la nouvelle norme, les 29 autres indicateurs obligatoires qui ne s'appellent pas changement climatique total? Ben, vous voyez, le silence, là, je pense que ça, c'est un souci. Il faudrait qu'on arrête, qu'on ait des idées et qu'on se projette un peu sur ce qui va se passer, parce qu'il y en a qui s'appellent utilisation d'énergie renouvelable. C'est ce qu'on a voulu montrer ici, primaire, par exemple, ou utilisation d'énergie primaire non renouvelable. Ce qui n'est pas complètement négligeable quand on fait de la RE 2020. C'est un poste qui n'est pas inintéressant. Il y en a d'autres qui parlent de déchets, il y en a qui parlent de gestion de l'eau, mais voilà, on a tout un peu regardé. On a sélectionné un peu plus d'une douzaine qui étaient représentatifs et compréhensibles, en gommant l'ozone photochimique, qui n'est peut-être pas le plus parlant. Mais voilà, on a regardé ce qui se passe. Et en l'occurrence, là, vous avez 2 illustrations. Et on essaie de comprendre d'où provenaient ces évolutions sur ces indicateurs qui seront aujourd'hui disponibles, mais finalement non utilisés. Donc sensibiliser simplement au fait qu'il y a d'autres conséquences. Quand on choisit quelque chose qui est performant du point de vue du carbone, il se peut qu'il ne soit pas aussi performant d'un point de vue d'un autre indicateur environnemental. C'est simplement ça l'objet. Et on sait qu'aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre d'acteurs, les pouvoirs publics, mais aussi des acteurs plus transversaux, l'association HQE, par exemple, qui est dans la salle, et d'autres, pour essayer de commencer à traiter autre chose que le carbone. Ce sera un chemin qu'on va accomplir ensemble. Le ciment, en tout cas, a établi son parcours de réduction de l'empreinte. C'est une feuille de route officielle, elle est déposée devant les ministères, elle est reconnue, elle est engagée. Et l'horizon pour 2030, c'est réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à la valeur de 2015. Alors j'insiste bien sur le par rapport à, parce que des chiffres avec des moins X%, vous allez en trouver plein votre application téléphonique favorite de recherche, mais sauf qu'elle ne vous dit jamais par rapport à quoi. Je vous invite à essayer d'y regarder de plus près de temps en temps. Et c'est pas toujours aussi fantastique que ça quand on regarde bien. Nous, c'est par rapport à la stratégie nationale bas carbone 2015, valeur d'État. L'engagement a été pris. Il y a 3 leviers traditionnels, principalement l'amélioration de l'efficacité énergétique au niveau de la production et de la montée en température, les fours, des tours de préchauffage, etc. Il y a le remplacement des combustibles fossiles. De toute façon, il faut se sortir du pétrole et du gaz. La difficulté, c'est que quand on chauffe à 1450 degrés, c'est très technique et que voilà, c'est pas comme le brûleur d'une cuisinière domestique. C'est un tout petit peu plus sensible à régler et donc il faut des complexités à mettre en place. Il y a les ciments à basse teneur en clinker, c'est le graphique de droite sur lequel je reviendrai rapidement. Et puis il y a le levier d'innovation majeur, très important, qui va peser pour près de la moitié de ces 50%. C'est la captation des émissions de CO2 qui sont de toute façon inhérentes à la production, autant ne pas se cacher, mais qu'on peut capturer, stocker ou utiliser. Pour la partie droite, ce sont les évolutions régulières qui vont s'opérer des empreintes carbone des ciments en production. Donc c'est ce qui nourrit la FDES des bétons. C'est un aliment de base. Aujourd'hui, le CEM2A dont je vous parlais, il est plutôt dans la 3e colonne, la 617. C'est ce qui représente à peu près la masse la plus importante de ce qui se diffuse sur le territoire encore aujourd'hui. Le 748 tout à gauche, c'est le CEM1, c'est le ciment Portland, c'est le vieux ciment, c'est celui que les médias aiment bien critiquer en général. Et en fait, là, vous avez toute la palette d'évolution des produits qui sont portés par l'ensemble des adhérents ou parfois par un adhérent, auquel cas c'est mentionné individuel, qui sont des produits de moins en moins émissifs, qui sont basés sur du clinker mélangé à un autre minéral. Je ne vais pas vous expliquer ça aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de ma présentation, mais voilà, cette présentation-là existe, elle est disponible, on progresse régulièrement, on essaie de publier ces inventaires une fois par an.
Et là, aujourd'hui, la valeur moyenne française, elle est à 611 quand on met des volumes en face de chacune des autres colonnes et qu'on pondère le score total. Donc on est en progression constante depuis plusieurs années et ça n'est pas fini. Pour répondre à vos questions en matière de RE 2020, notre boulot, c'est d'apporter des outils et des promotions, donc des solutions, des conseils, des formations, des informations. Il y a évidemment le site Betty qui vient d'être lancé, qui est conforme et qui permet de produire des FDES configurés pour vos chantiers, adaptés à vos chantiers, maître d'ouvrage ou maître d'œuvre, bureau d'études et entreprise. Vous pouvez vous en servir, c'est fait pour ça. On a un petit nuancier qui a été déployé par Simbéton qui répond à vos questions sur la décarbonation, y compris l'empreinte carbone de la France, l'empreinte carbone du monde, voilà, des questions basiques et puis des questions plus zoom sur nos métiers. Et puis un petit outil Jego très utile en amont qui permet de pointer directement les FDES sur Ignies qui répondent aux solutions béton, ciment, afin simplement quand on est en esquisse ou en début d'APS de se dire est-ce que j'ai une donnée environnementale disponible? Est-ce que je ne vais pas tomber dans une donnée environnementale par défaut? Est-ce que ça existe quand je fais une bordure de trottoir? Ou quand je fais un appui de fenêtre? Ou quand je fais, ouais. Vous utilisez Jego et ça pointe vers Ignies et vous dit quelle est la FDES qui correspond le mieux à ce que vous avez demandé. Voilà, si vous avez des questions, des réponses, je suis à votre disposition. Je ne sais plus quel est le temps qui nous est encore alloué. Et si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez scanner le petit QR code qui est à l'écran et ça va vous mettre en relation avec un mail que on a largement le temps de faire des questions. Merci beaucoup. Vous pouvez ensuite, on peut prendre contact, on peut se faire des visios, on peut présenter des tas d'autres choses. Je ne vous ai pas tout raconté dans cette présentation. Il y a un petit complément qui nous est arrivé la semaine dernière. Donc d'abord, je n'ai pas eu le temps de le mettre dans la présentation du jour. C'est de voir combien coûte, dans les petits modèles que je vous ai présentés jusqu'à présent, combien coûte le kilo de CO2 que j'ai gagné en euros, mètres carrés, fournis, posés. Parce que c'est bien de gagner plein de carbone, mais ça peut avoir un coût. Voilà. Et là, on a la donnée qui vient d'arriver. C'est très intéressant. Donc, si vous voulez en savoir plus, je suis à votre disposition pour en reparler. Bonjour, j'avais une question par rapport à l'engagement de réduction des gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030. Vous disiez que c'est par rapport à une valeur de référence de 2015, du coup en 2024, où est-ce qu'on se situe? En 2024, on doit être sur le chemin, pas vraiment en avance, mais pas vraiment en retard. On est en train de consolider l'information, parce que pour tout vous dire, la collecte de données est en cours, donc je ne peux même pas vous répondre avec précision. On est un petit poil en retard, mais c'est pas mal, c'est très récupérable. Parce qu'il y a aussi un effet volume. Vous avez vu sur le graphique que je vous ai montré, le changement d'habitude, c'est pas que nous. C'est ça qui est important aussi à saisir. C'est-à-dire que nous, on peut faire toutes les captures du monde, mais tant que les utilisateurs marchés vont prescrire dans les cahiers des charges du CEM2A, on ne pourra pas passer à des ciments moins carbonés. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je viens vous en parler. C'est aussi pour ça qu'il faut qu'on se rencontre et qu'on explique les choses. Parce qu'il faut que tout le monde change. Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'entreprise. Tout le monde doit faire un petit changement qui nous permettra de déplacer les volumes et donc d'abaisser significativement la valeur moyenne, donc le score. Aujourd'hui, on est sur le chemin. Merci. En dehors des CEM 3 A et B, il n'y a pas d'autres, ce qui se pointe, on va dire d'autres types de ciments ou des bétons plus allégés, enfin alors avec résistance mécanique différente, mais j'ai compris que c'est pas dans les pistes, c'est pas dans les leviers évoqués. Aujourd'hui, c'est prescrire plus de CM3. Je vais vous montrer. Si. Alors, je me suis mal exprimé. Si vous avez compris ça va pas. C'est moi qui suis pas bien exprimé. Dans les ciments à basse teneur en clinker, sur la colonne de gauche, c'est du ciment avec 95% de clinker minimum, le CEM1. Et par la suite, c'est des ciments avec une teneur en clinker qui va se réduisant, et le clinker est associé à un autre minéral qui peut être des argiles, qui peut être voilà, il y a différentes solutions qui sont toutes normées. Et le taux de clinker va évoluer un petit peu dans ces différentes solutions pour permettre d'obtenir ces différents types de ciment.
qui sont normés en termes de production, donc ils sont systématisés. Quand vous prenez le SEM4, le SEM6, le SEM3A, le SEM5, etc., ils sont tous identifiés, on sait exactement de quoi ils sont composés. Donc toute cette palette-là aurait pu être étudiée, mais là, en l'occurrence, sur l'ensemble des colonnes, on en a choisi 2. Qui ne sont pas les meilleurs d'ailleurs, parce que le SEM3C, il est tout à fait à droite. Et on n'a pas été chercher le plus performant et le plus joyeux pour nous. Pas forcément, non. Ils sont plus chers à quel moment? Au moment du bon de commande chez le ciment du bétonnier ou... Alors, je vais être honnête avec vous. Je pense qu'à partir du moment où on change, souvent au début, c'est plus cher. Par réflexe. Après, nous, on a des retours de terrain qui nous montrent que pour le fourni posé du maître d'ouvrage, il y en a qui savent faire pas plus cher. C'est-à-dire que le plus cher, il est à plus 5% par rapport à il y a 2 ans et demi ou 3 ans. Oui, mais depuis, on a augmenté le prix de l'essence, on a augmenté le salaire, on a augmenté le transport, on a augmenté ci, on a augmenté ça. Donc les 5%, en fait, c'est pas le ciment, quand on regarde bien. Donc on sait faire. On sait faire ça. Aujourd'hui, je pense qu'on peut être compétitif, mais je ne vous cache pas que c'est un changement et que comme tout changement, au début, c'est différent, poum, c'est plus cher. On va mettre une petite sécurité. Comment? Oui. C'est-à-dire qu'il faut bosser un peu plus pour la préparation de chantier. Oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait bien vu. Il faut que l'OPC travaille plus. Il faut que le conducteur de travaux, l'entreprise, effectivement, apprenne des choses différentes. Oui, ça fait partie des évolutions. Mais c'est faisable, quand même. C'est faisable. Alors nous, on donne quelques éléments, on peut donner des clés, on est intéressé aussi par le suivi, les bonnes expériences. Aujourd'hui, on travaille sur des sujets de reconnaissance de ces nouveaux produits par les autorités compétentes, je vais le dire de façon générique, de façon à ce qu'il n'y ait pas de questions qui se posent. Parce que la question que vous posez, il y en a plein qui la posent et c'est normal. Et nous, on essaie de lever ces doutes parce que ça a changé. Juste parce que ça a changé. Mais par exemple, quand vous travaillez sur des édifices on avait un niveau de sous-sol là. Il y a le SEM3A, les SEM3 sont des ciments qui sont déjà utilisés depuis de nombreuses années pour faire des parties enterrées. Sauf qu'ils étaient recherchés pour d'autres qualités. Et que personne ne faisait attention au fait qu'ils s'appelaient SEM3A et que surtout personne ne s'intéressait au fait que ça pouvait être des ciments bas carbone. Donc il y a aussi ça. Des fois, c'est ce simple fait de changement, ces simples évolutions, c'est ce qu'on essaie d'accompagner pour montrer que c'est, oui, ok, changement, adaptation, mais pas révolution. Ça, clairement pas. Et il y a des tas de solutions et on y travaille avec l'ensemble de la chaîne de valeur. Et particulièrement, dans mon rôle, et ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, tous les acteurs de la construction proprement dit. Et de comprendre aussi les difficultés et d'essayer d'apporter les solutions à ces difficultés, lever les freins, rassurer. Voilà. Faire en sorte que vous ayez toute la palette de solutions constructives à votre disposition pour 2025, 28, 31. Voilà. Il y a déjà assez de difficultés comme ça. On va essayer de gommer celle-là. Oui, je suis assez court. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les centrales à béton de France sont prêtes, sont équipées, on peut commander du béton où on veut, bas carbone, ou si je fais un bâtiment en Ardèche, est-ce que le béton va venir de Lyon? Voilà. Dans l'ensemble, aujourd'hui, on est en capacité de diffuser sur l'ensemble du territoire. La production n'est pas encore sur tout le territoire. Donc il faut aussi améliorer certains réseaux de distribution, il faut adapter certaines centrales. Je ne vais pas dire que c'est parfait. C'est en cours, je pense que c'est plutôt bien avancé. On peut encore avoir des surprises. On a des retours de terrain régulièrement en nous disant qu'il y a une difficulté à tel endroit. À ce moment-là, nous, notre boulot, c'est d'appeler nos adhérents, leur signaler que ponctuellement, il y a des petits soucis et puis qu'ils essayent de voir comment régler le souci, soit ponctuellement parce qu'il y a un chantier, mais plus généralement pour les suivants derrière ce chantier-là. Donc oui, on change aussi et de temps en temps, il y a encore des loupés. Je vous survends pas le truc, ça peut arriver, mais globalement, on y travaille. Le recul sur la résistance des bétons, notamment bas carbone, quel est-il? Alors, pour ceux qui ont déjà été utilisés depuis quelques années, il y en a
et ça se passe bien, à condition de respecter certaines dispositions. C'est comme aujourd'hui le coulage du béton classique, ou ce que vous imaginez classique, en temps froid et en été et en hiver. Il y a des dispositions particulières à prendre. Il y a aussi l'accompagnement par un peu d'adjuvantation. Il y a aussi l'utilisation de banches chauffantes. Ponctuellement, il peut y avoir des adaptations de chantier et de cinématiques de chantier aussi, d'opérationnalité de chantier qui peuvent conduire à améliorer les solutions. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de démonstrations de la preuve. Et c'est justement ce que je voulais dire par les autorités publiques juste avant. On essaye de rassembler ces preuves de concept qui sont des preuves de pratique, parce qu'évidemment, on n'est pas encore... Voilà, il y a toujours l'histoire de la technique traditionnelle et de la norme. Et voilà, donc nous, on est normés et c'est fini. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, la dame, après, elle n'est pas contente. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous de votre attention et je suis à votre disposition maintenant et dans les jours à venir quand vous voudrez.